Bonsoir à tous et qui nous soient. Bienvenue, madame, monsieur. L'unité n'aura même pas tenu 24 heures que deux poids lourds de l'opposition annoncent qu'ils se retirent de l'accord qu'ils avaient signé la veille pour désigner un candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Etienne Tshisekedi de l'UDPS et Vital Kamerhe de l'UNC disent avoir reculé sous la pression de leur base à Kinshasa. Tous les deux malheureux perdants du conclave de Genève qui a vu Martin Fayoulou désigné comme candidat unique face au camp du président Joseph Kabila Kabange. Ces deux départs mettent-ils suffisamment à mal l'unité de l'opposition congolaise face à la machine du pouvoir qui sera conduite par Emmanuel Ramazani Chardari. L'opposition congolaise voit ainsi ressurgir les vieux démons de la division. Présidentielle congolaise, l'opposition plus que jamais divisée. Madame, monsieur, c'est le fait du jour. Présidentielle congolaise, l'opposition plus que jamais divisée. Pour en parler, je suis avec Jean-Pierre Défaut. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox TV, bonsoir aux autres panélistes. Voilà, vous êtes analyste politique. Bienvenue. En effet. Voilà. Sur ce plateau également, Maître Martin Bitton. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux nombreux téléspectateurs, n'est-ce pas, à qui je fais un vrai coucou, parce que c'est des gens qui nous encouragent partout où nous passons, et je crois que nous allons essayer de décrypter le sujet de l'actualité. Ok, vous êtes ancien magistrat, aujourd'hui avocat au barreau du Cameroun. Oui, analyse politique aussi. Voilà, justement. Donc vous avez vu, vous connaissez ce qui se passe depuis le Zaïre jusqu'à l'actuel RDC. Tout à fait. Voilà, merci d'être venu. Sur ce plateau, Cyril Sambaka, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les autres panélistes et bonsoir surtout aux téléspectateurs de Equinox TV. Voilà, vous êtes premier vice-président de l'UDC, Union démocratique Cameroun. Oui. Permettez-moi de lire ceci, la rencontre de Genève. Un accord de coalition prévoit un candidat commun de l'opposition. S'il est élu, il s'engage à ne faire qu'un court mandat, une sorte de transition de 2 ans, destiné à remettre l'ordre dans le pays et à mettre en œuvre certaines réformes institutionnelles pour des élections libres et transparentes dans le futur. Dites-moi, Cyril Sambaka, comment comprendre que des personnes, des leaders, aient pris connaissance de ceci, aient signé l'accord de Genève et que, moins de 24 heures après, décident de faire machine arrière? D'accord, Serge Alain, permettez-moi d'abord de faire un petit coucou à ce grand pays continent, tout comme le Cameroun et l'Afrique en miniature. Il faut rappeler que la RDC, c'est 2 fuseaux horaires. Voilà. Alors, un scandale géologique. Oui. Au niveau de la culture, tout le monde a connu la rumba, qui est mondiale, avec Franco, Taboulé et autres. Oui. Il y a un artiste comme Liolo, qui fait dans la sculpture. C'est nombreuses sculptures, on parlait de l'unité ailleurs. Des chefs d'État, n'est-ce pas? Avec une flore, une faune qu'on connaît, et le barrage d'Inga, un pays qui est véritablement un scandale géologique. Et je pense que ce qui arrive à ce pays, c'est compte tenu de toutes ces choses que je viens de citer, parce qu'en réalité, on sent encore les séquelles de la colonisation. La Belgique n'est jamais partie? Pas seulement la Belgique, c'est-à-dire que en fait, c'est un pays qui est convoité, qu'on divise, qu'on essaye de diviser, parce que c'est un scandale géologique. On ne peut pas parler des problèmes hydrauliques et autres. Donc je dois dire que quand nous voyons des responsables des partis politiques de l'opposition dire qu'ils vont coaliser pour mettre à plat
un certain nombre de choses, pour amener la transparence, pour revoir le code électoral et autres, c'est un salut pour ce peuple-là, d'avoir des dirigeants comme ça. Maintenant, un parti politique, c'est une organisation qui, quand il y a des enjeux comme celui-là, donne mandat à son représentant pour qu'il aille discuter. Et quand il va discuter, ce qui va sortir de là est forcément imposable. C'est un pacte républicain. Ils n'ont pas eu de mandat de la base? Ils ont forcément eu un mandat de la base, parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un leader politique aille dans une discussion comme celle-là qui est attendue et qu'il n'ait pas reçu mandat de la base. En plus de cela, c'est une transition formidable qui est annoncée, parce qu'en réalité, c'est 2 ans. C'est-à-dire que, en fait, celui qui va d'ailleurs faire ce mandat se sacrifie un tout petit peu. Parce que lui, il va avoir dans l'histoire du Congo qu'il a contribué à aplanir la situation et la démocratie a pu gagner. Donc, on ne peut pas comprendre que 24 heures après, quelqu'un qui est parti négocier et qui a signé puisse se rétracter. Soi-disant... Peut-être parce qu'il n'a pas été choisi. Non, c'est forcément parce qu'il n'a pas été choisi. C'est pour cette raison qu'il y a une similitude entre ce Congo et le Cameroun. Il y a forcément une similitude parce que la réalité veut que les Congolais comme les Camerounais, qui ont des brillantes personnes sur le plan individuel, n'arrivent jamais à se mettre ensemble. Vous voyez cette similitude-là? Donc, quand les militants reviennent et déclarent que eux, ils ont choisi leur leader pour y aller, ça veut dire qu'ils ont dans le souci de remplacer l'autre. Ils ne pensent pas le pays. Parce que quand on pense le pays, il n'y a rien de mieux qu'une transition, parce que c'est cette transition qui permet, n'est-ce pas, d'aplanir et de bâtir de nouvelles fondations. Nous avons des pays qui ont hérité de la colonisation, qui continuent à se comporter comme des colons, c'est-à-dire que les Noirs qui ont remplacé les colons. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui bâtir, c'est un Cameroun, comme disait Patrice Lumumba, n'est-ce pas? Un jour viendra quand l'histoire parlera. L'Afrique écrira sa propre histoire, ce sera une histoire de gloire et de dignité. Pour qu'il y ait cette histoire de gloire et de dignité, il faut que ce soit les Africains qui bâtissent la fondation de leur pays. Et c'est très important. Ok, Jean-Pierre Defoe, on constate là, lorsqu'on suit les déclarations et de Vital Kamerhe et de Félix Tshisekedi, il y a le mot base qui revient. J'allais permets-moi de constater que cette hypothèse ne saurait tenir la route. Oui. Parce que, ils n'ont pas eu mandat de la base pour non, c'est impensable. aller négocier. C'est impensable qu'il n'ait pas eu mandat de la base, c'est d'autant plus que ces accords ont commencé à être négociés. C'est-à-dire que cette plateforme qui s'est finalement tenue à Genève, a commencé à courir, je crois, 1 mois et demi plus tôt. Il était question de trouver une certaine tribune à partir de laquelle les principaux leaders devaient discuter et sortir un candidat unique pour effectivement asseoir la transition, comme vous l'avez dit tantôt. Bon, il n'est pas possible que ces débats préalables se soient tenus en excluant la base. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, quand vous parlez de la base, M. Tshisekedi a reconnu qu'il a eu le mandat de la base pour se rendre à Genève. Seulement, il dit que la base n'a pas compris le résultat qui s'en est suivi et qu'il s'attellerait à expliquer à la base. Mais je pense que c'est une hypothèse qui ne va pas passer. C'est d'autant plus que ceci cache un certain égoïsme, voire un égocentrisme. Parce que tout était clair. Il suffisait simplement à préparer la base, à accepter ce qui viendrait. C'est d'autant plus que le mot d'opérateur, en lui-même, était connu. Le mot de désignation du candidat unique était connu. Il aurait suffi à chacun de ces leaders d'expliquer à sa base que, bon, voilà, nous sommes en train de préparer une transition. Le pays passe
au-dessus de nos intérêts. C'est dans l'intérêt du Congo et donc de nous tous que nous allons là-bas. Quel que soit ce qui en sortira, nous accepterons et puis nous avancerons. Parce que l'avenir du Congo, c'est bien après la transition qu'ils entendaient mettre sur pied à travers ce conclave de Genève. Okay. Donc vraiment, pour moi, rien n'est encore perdu. Je pense que... Bon. Non, pour moi, rien n'est perdu. Vous savez, Moïse Katumbi Chapoué et Jean-Pierre Bemba ne sont pas les de la dernière pluie. Je pense qu'ils avant un peu, malgré... Ils ne sont pas candidats. Non, ils ne sont pas candidats. C'est pour ça que je dis que leur soutien, puisqu'il reste à 5, dans l'accord de Genève, le soutien de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi Chapoué va rester de taille par rapport à l'avenir, et donc je ne suis donc Fayoulou n'a pas perdu. Non, rien n'est perdu. Il suffit de battre campagne pour que le peuple congolais comprenne que les autres sont des traîtres. Ok. Maître Biton, justement, le fait d'aller à Genève, que l'on ne soit pas choisi, c'est de l'égoïsme, que l'on se rétracte par la suite. Oui, Serge Alain, je crois qu'il y a quelque chose à regretter déjà. Oui. C'est qu'ils aient choisi d'aller plutôt à Genève. Vous auriez aimé que ça se... Mais comment l'Afrique a beaucoup... Nous sommes combien d'États en Afrique? On n'a pas trouvé un endroit en Afrique où les Africains aillent négocier leurs problèmes. C'est la fondation Kofi Annan. Mais vous savez, l'Afrique règle toujours ses problèmes autour de l'arbre à palabre. Nous le savons. Nous avons des vieillards qui sont des sages. Ensuite, il y a des pays comme la République sud-africaine. Il y a des pays, n'est-ce pas, où vraiment ils auraient pu trouver refuge. Et puis, pour ceux qui sont des gens de la coutume, vous restez là où il y a vos ancêtres. Vous avez la bénédiction de vos ancêtres. Vous allez chercher quoi chez les Blancs? Surtout que eux là, ils cherchent seulement à nous opposer, puisqu'ils visent leurs intérêts. Quelqu'un a dit, c'est notre co-panéliste, M. Sambaka, a dit tout à l'heure que l'Afrique, le Congo est un scandale géologique. Nous le savons. Justement. Et nous savons comment, n'est-ce pas, ces Européens, n'est-ce pas, convoitent nos richesses minières et autres. Et moi, j'ai voyagé en Afrique du Sud. J'ai trouvé quelque chose de fantastique en Afrique du Sud. Vous allez trouver en Afrique du Sud des montagnes d'or qui sont entourées de barbelés électrifiés. Ce sont les Sud-Africains qui surveillent et l'or qui sort de là est transformé sur place. C'est pour ça que l'Afrique du Sud, je ne sais pas si vous avez fait un tour, mais au moins à travers la télé, vous voyez que l'Afrique du Sud est avancée. Les villes sont supérieures à beaucoup de villes européennes. Et beaucoup d'Européens viennent faire, n'est-ce pas, apprendre beaucoup de choses là-bas. J'ai vu également en Afrique du Sud, les gens travailler le bois. Ils n'ont pas beaucoup de bois parce qu'ils ont, n'est-ce pas, la géographie et comme chez les méditerranéens. Voilà. Mais ils travaillent le bois mieux que nous qui avons le bois. Et vous voyez ce que tout ça, c'est pour dire que c'est un malheur, n'est-ce pas, que d'aller d'abord en terre étrangère s'occuper des choses aussi sérieuses que la chose politique. Maintenant, je crois que, comme l'a dit toujours un copanéliste, je crois que c'est l'alter ego, n'est-ce pas, du Cameroun. Nous avons parlé. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont martelé que le salut de l'opposition se trouve dans la coalition. Et on n'y a pas cru. Je crois qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, puisque que ce soit le parti, que ce soit les individus, ils sont mus par des intérêts égoïstes. Et comme il y a un système à 2 tours, ça risque de revenir sur eux. C'est un tour, là. Là, c'est un tour. Il ressemble au Cameroun. Ils sont revenus comme au Cameroun. Oui, depuis 2011. Depuis 2011.
moi je crois qu'ils sont en train de... Pourquoi ils ressemblent au Cameroun? Oui, mais là, ils sont en train de faire de mauvais calculs parce qu'ils se disent que le parti d'Étienne Tshisekedi est populaire, il est structuré, mais je crois que les Africains ou les Congolais ne sont pas dupes. Ils verront que ils ont d'abord accepté. On ne peut pas s'engager dans un voyage sans en convenir d'avance. Donc, tout ce qu'ils ont dit, si vous avez bien suivi la réponse de Tshisekedi, qui s'est retiré le premier, il a dit qu'il s'incline devant la décision qui a été prise, mais il a fait parler, il montrait déjà les signes de vouloir faire parler sa base, en disant, mais, sauf que la base, est-ce qu'elle va... Vous voyez? Oui, il dit justement ceci, je suis démocrate avant tout, oui. Je m'incline, je sais que ça va être dur, très dur pour la base de l'UDPS, mais nous avons accepté le jeu de la désignation du candidat. Comment? Nous devons jouer le jeu jusqu'au bout. Félix Tshisekedi. Ça, c'est dimanche. Vous voyez? Donc, il faisait déjà un appel du pied à sa base pour dire que bon, et on sent que c'est quelqu'un qui ne voulait pas, s'il avait été élu, ça n'aurait pas été la même chose. Voilà. Donc, c'est dommage. Voilà, sur ce plateau. C'est dommage. Ouais, Guy Hervé Foncan, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui prennent le même plaisir à regarder ce programme de qualité. Voilà, vous nous retrouvez comme ça, nous sommes dans le Congo démocratique qui, beaucoup l'ont dit, ressemble étrangement, commence à ressembler étrangement dans les pratiques démocratiques au Cameroun. Oui. La coalition qui ne vient pas, un tour pour la présidentielle. Non, au-delà des pratiques qui découlent du fait des hommes, il faut quand même noter que le Congo aussi ressemble étrangement au Cameroun au regard des richesses que ce pays regorge. Oui. Le Cameroun, tout comme le Congo, c'est un scandale géologique. On a une des terres les plus fertiles d'Afrique, mais on est un des pays au monde où les gens ont très souvent faim, où les gens ne mangent pas à la faim, où les gens survivent. Donc on est un pays qui a toutes sortes de richesses qu'on peut imaginer dans le monde, mais qui souffre énormément et où les populations vivent dans un misérabilisme déconcertant. Alors ce qui se passe au Congo, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, parce que dimanche soir, quand Martin Fayulu est désigné candidat de l'opposition à cette élection-ci, alors j'ai vu quelques leaders d'opposition, quelques candidats à l'opposition camerounaise exprimer leur inconfort, parce que quelques-uns comme moi estimaient que le Congo parle au Cameroun, parce qu'on a assisté à une élection présidentielle où une opposition a été incapable de se réunir pour nous présenter un candidat unique. Il faut quand même rappeler que ça faisait quand même 2 mois que cette tractation était en cours, donc on savait qu'au 23 décembre, on aura une candidature unique. Donc ce n'était pas les ralliements de 72 heures, de 48 heures, tels qu'on les a observé chez nous. Donc c'était assez admirable et nous avons suivi de manière, du moins Afrique Informe, le process de cette désignation-là et donc lundi soir, donc je suis ceux qui ont fait un éditorial pour indiquer que voilà la leçon du Congo au Cameroun. Sauf que à peine 48 heures après cette désignation de Martin Fayulu, il y a eu des retraits qui rappellent encore le cas du Cameroun. Parce que souvenez-vous, le 15 septembre dernier, quand le candidat du SDF, quand la coalition semblait être ce que le peuple demandait de tous ses voeux, il lui avait été demandé, lors de la présentation de son QG de campagne, pourquoi est-ce que alors parce qu'il n'y a pas de coalition entre les SDF et les autres partis politiques. Alors, il avait clairement répondu à cette époque-là qu'il est investi par le parti, par le SDF, par le Congrès, donc il a le subvention du parti. Oui. Donc il ne saurait, intuitif personné, parler de coalition alors que le parti espère de lui qui remporte. Il l'a toujours rappelé, il faut toujours rappelé. Joshua aussi, chaque fois qu'on lui a posé la question, alors il a toujours demandé que non, il faut se référer au Congrès. Exactement. Et donc le Congrès l'avait désigné comme candidat du SDF en espérant que le SDF remportera l'élection présidentielle et non le fruit d'une coalition dans laquelle le SDF ira se diluer. Et c'est exactement ce que Étienne Tshisekedi a fait quand il dit
vous voyez les Félix. Félix. Etienne, c'est le père. Ouais, Félix, vous voyez les ressemblances un peu gênantes quand il dit qu'il ne serait allé à l'encontre de la base et que c'est assez inconfortable. Il dit il n'a pas reçu l'onction de la base et donc il ne pourrait pas penser à prendre sur lui d'aller à cette coalition là alors que son parti attend de lui qu'il soit le président du Congo, exactement comme ce fut le cas à l'SDF. Mais c'est assez regrettable quand on connaît. Vous savez que le Congo a une histoire particulière avec l'Afrique, avec l'histoire du Rabèche et consorts. Donc il y a beaucoup d'interférences, malheureusement, au cours de ce processus-là, qui ont fait que certains leaders d'opposition se retractent et on risque d'assister à une réélection de l'actuel président, alors qu'on était parti pour avoir un vrai électrochoc et une vraie leçon que le Congo devait donner aux autres pays africains. Okay. Voilà, justement, Cyril Sambaka, on va revenir sur le cas Tshisekedi UDPS. La base, lorsqu'il rentre à Kinshasa, la base trouve qu'il ne peut pas céder sa place à un candidat d'abord impopulaire. Ensuite, on dit exactement ceci, on n'a pas fait 36 ans de lutte pour chercher un candidat commun, mais pour chercher une alternance et conquérir le pouvoir. Ça nous rappelle un peu le SDF. Non, c'est des arguments qui ne tiennent pas. La voiture qui entre dans l'avion. Oui. C'est des arguments. Quelqu'un Fatou dit que c'est le fleuve, je laisse le SDF. La rivière qui va vers le fleuve. Voilà, je laisse le SDF pour parler du Congo. Oui. Je dis c'est des arguments qui ne tiennent pas. Voilà un pays. On ne doit pas tenir compte des années de lutte. Voilà un pays où le président de la République est arrivé à fin de mandat et s'est mis à proroger. Qu'est-ce que ça coûte pour rebâtir le Congo de patienter 2 ans ces adeptes ces partisans de Tshisekedi? Qu'est-ce que ça leur coûte d'attendre 2 ans alors qu'ils sont en train d'aller à une élection qui a été prorogée? Donc, ils préfèrent que ce soit leur candidat ou rien. Or, l'embêtant dans cette histoire, c'est que ces militants ne savent pas que quand on est au pouvoir, on a beaucoup de choses qu'on peut manipuler. Il y a beaucoup de choses dont on est capable de faire pour mettre en minorité, pris individuellement, les partis de l'opposition. Donc, quand ils se sont arrangés pour que ce soit 2 ans, il n'y avait pas mieux que cela. Ils ont attendu, je crois, 2 ans au moins. Parce que le mandat a expiré depuis 2016. A expiré depuis 2016. Depuis décembre 2016. Donc, qu'est-ce qui est important pour un militant? C'est de voir demain son parti gagner de manière légitime, n'est-ce pas, avec un processus électoral consensuel. Donc, quand il se retrouve, c'est pour mettre à plat un certain nombre de choses qui va durer 2 ans. Et après les 2 ans, les élections vont se faire. Les militants de Tshisekedi, s'ils sont les plus nombreux, ils gagneront. S'il y a des coalitions à faire au 2e tour, ils feront. Donc, il est question aujourd'hui de taire les égoïsmes, n'est-ce pas, et d'être un peu plus généreux pour que ce pays où personne ne devrait souffrir du fait de ce que Dieu leur a donné, que ces gens essayent de s'entendre. C'est pour cette raison que je suis d'accord avec vous, pour dire que nous ne désespérons pas. Parce que parfois, la passion entraîne les militants, mais il faut savoir que dans un parti politique, c'est une organisation. Le leader ne va jamais rien négocier sans avoir le mandat de son parti. Et il n'y a personne qui peut mieux expliquer aux différents militants de base quels sont les enjeux et pourquoi est-ce qu'ils doivent continuer à travailler sur le terrain, parce que dans 2 ans, le terrain sera beaucoup plus fertile pour eux pour gagner des élections. C'est une transition où tout le monde, ils vont en équipe, parce que c'est une équipe de 7 personnes que nous avons vu en train de signer des accords. Ils ont mis quelqu'un qui, lui, a accepté les 2 ans. Parce que déjà accepter les 2 ans, c'est pas facile, parce qu'il ne se représentera probablement pas. Acceptés, tous sont signés. Donc, ils ont signé. Ce monsieur doit conduire cette opposition. Et il faut bien... Non, mais ils disent, Cyril Sambaka, ils disent que c'est la base.
Non, ce n'est pas. Comme a dit, Je vous ai dit. Comme a dit Laurent Gbagbo, on a vu. On ne peut pas croire à cela. Lorsque Gbagbo rentre à Abidjan, il dit que c'est autre chose. Moi, je suis. Ils ont accepté à Genève, une fois arrivé à King, c'est autre chose. Moi, je suis dans un parti politique, je suis le vice-président d'un parti politique. Oui. Nous avons eu à faire des coalitions ici à Douala que j'ai faites avec Jean-Jacques Ekindi. Vous comprenez? Est-ce que vous pensez que la base était contente? Non, mais la base a compris l'enjeu. Et le résultat que nous avons eu a pu conforter la base pour dire que les coalitions, c'est des choses qui sont bonnes parce que ça nous met gagnant. Le problème, ce n'est pas l'individu. Oui. Le problème, c'est le pays. Le problème, c'est la circonscription. Il faut qu'on avance dans notre démocratie parce que n'oublions pas une chose. Nous avons, soi-disant, des indépendances qui étaient assez bancales. Aujourd'hui, il est question que 50 ans, 60 ans après, que nous nous remettions en cause et que nous puissions mettre sur la table de nouveaux pays. C'est pour ça que je veux dire que les fondations de nos pays ne sont pas encore mises en place. Il faut mettre cela de manière consensuelle et c'est ça qui justifie qu'on puisse attendre 2 ans. Ok. Non, une phrase pour rappeler au vice-président de l'UDC qu'au-delà de la base, c'est peut-être un échappatoire qui plaît à beaucoup de leaders d'opposition pour remarquer que chez nous, on a aussi l'équation personnelle. C'est-à-dire que vous avez des leaders d'opposition qui ont un ego tel que très souvent, ils sacrifient la base pour leur propre intérêt. On l'a vu ici encore tout récent avec le MP de Jean-Jacques Ekindi. Vous avez bien vu qu'il y avait des dissonances entre lui, le candidat, et la base qui estimait que ce qu'il disait n'engageait que lui. Donc, si demain le président de l'UDC arrivait à faire ce type de compromission, je ne suis pas, parce qu'il veut régler une équation personnelle, ce n'est pas certain que la base forcément le suivra dans cet élan. Sauf que, comme chez nous, on a quasiment des partis unipersonnels, comme ce fut le cas avec le MP, forcément, ce type de coalition passera, sauf que ce sera bon, c'est pas s'il faut dire ralliement ou coalition de façade, parce que au final, ce sera un de contenant, sans contenu, parce qu'il n'y aura rien comme soubassement pour pouvoir légitimer et soutenir ce type de coalition-là, comme on l'a vu encore tout récemment ici avec le MP qui a décidé de soutenir le candidat Paul Biya. Voilà, justement, Jean-Pierre Defoe, Tshisekedi, lorsqu'il rentre à Kinshasa, il dit que j'ai compris que l'acte posé à Genève a été mal compris et rejeté par la base. Et là-bas, justement, on pense que Tshisekedi a décidé de le faire parce qu'au profit, comme on l'a dit, un candidat impopulaire, et la base le menace même. Si jamais il ne revenait pas à la raison, la base le menaçait de destitution. Oui. Est-ce qu'il avait le choix? Tshisekedi avait le choix. Il y avait la menace. Tshisekedi avait le choix. Non, monsieur Otto, je ne suis pas sûr. Je dis que ce sont les arguties qui, pour moi, ne passent pas. C'est le secrétaire général du parti. Non, je le sais. Et pour dire vrai, si nous voulons planter le décor de l'UPDS, de l'UDPS, en fait, ce n'est pas Tshisekedi qui tient l'UDPS. Vous savez qu'il y a été maintenu par les caciques qui ont fait chemin avec son père. Oui. Simplement parce que, espérant que le patronyme va leur permettre de poursuivre la route. Voilà, je développe. Oui. Jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que l'UDPS peut survivre à la famille Tshisekedi. C'est pour ça qu'il est là. À la réalité, lui-même n'a pas de charisme, mais ça ne donne pas un poids à l'argumentaire qu'il a utilisé pour justifier son volte-face. Pourquoi? Parce que, je dis encore, monsieur Otto, il n'y a pas de base. Les Congolais ont versé de leur sang de 2016 jusqu'à maintenant. Vous savez, avec ce qui s'est passé dans les églises, avec les manifestations demandant la mise en application des accords de la Saint-Sylvestre que Joseph Kabila a décidé unilatéralement de transgresser. Vous ne pouvez pas vous battre ainsi et ne pas comprendre une transition comme ça dont les termes ont été mis sur la table avant le déplacement pour Genève. Donc je vais également répondre à Maître Biton que non. Pour l'instant, quand les enjeux sont tels qu'ils sont présentés là, je ne pense pas qu'ils soient très... C'est l'idéal. L'idéal aurait été que ce sommet se teigne sur le sol africain. Mais je ne pense pas que ce soit le plus important. Le plus important aurait été... Mais je ne suis même pas sûr que c'est à cause de ça que ça a échoué. Parce que dans votre présentation,
vous avez donné l'impression que c'est parce que nos ancêtres n'ont pas donné leur version que ça aurait échoué. Non, je ne pense pas. Je pense que... Non, c'est ce que j'avais dit. Non, mais qu'est-ce qu'on va dire donc de nous? Comme c'est des cas qui sont très semblables à ceux du Cameroun. Mais ce que je veux dire, c'est que les égaux, comme les autres l'ont dit, les égaux en RD Congo, comme au Cameroun, sont encore très loin au-dessus des intérêts du peuple. Et c'est là-dessus qu'ils doivent travailler. C'est là-dessus que les 5 qui sont restés doivent travailler. Je crois que c'est sur ce chantier-là qu'ils doivent travailler pour que finalement ce peuple-là se transforme en une masse critique qui va comprendre que ses intérêts sont au-dessus de ceux qui se passent pour leur leader. Pourquoi? Parce que quand vous lisez les éléments de la transition, les conditions qui ont été mises pour faire passer la transition, je peux vous assurer que cela garantissait aux Congolais lambda un avenir beaucoup plus radieux du point de vue des institutions, du point de vue même des programmes économiques qui auraient été mis sur pied, parce que j'ai eu à parcourir le programme économique de Moïse Katumbi Tsapou. Ça veut dire que au-delà de la transition, le lendemain d'une transition, il y aurait un vrai débat politique citoyen basé sur les desiderata des peuples. Donc moi je pense que ceux qui sont restés doivent engager une démarche pédagogique pour expliquer à ceux-là, à ceux que les autres présentent comme la base pour justifier leurs égoïsmes. On doit leur expliquer que non, c'est à vous que nous avons pensé, c'est à notre pays que nous avons pensé pour passer ces accords. Parce que quand on parle de la RD Congo, on parle de quoi? En 1996, il faut savoir que le barrage d'Inga, dans la consommation énergétique de l'Afrique, était capable, en régime normal, d'alimenter toute l'Afrique. Oui. Et ça, c'est ce que les Congolais ne le savent, les Congolais l'ignorent, d'autant plus qu'il y a des zones au Congo qui n'ont jamais vu passer un câble, alors qu'ils ont un barrage qui était capable d'alimenter seul toute l'Afrique. Aujourd'hui, quand on parle avec le scandale qui se passe au Kivu, dans le nord, dans le nord Kivu, oui. Vous savez que dans la région de Vital Kamerhe. Dans la région d'origine de Vital Kamerhe. Mais j'ai dit, le coltan et le cobalt que les multinationales, qu'environ 80 multinationales se disputent là-bas, sont à la base des téléphones Android que tout le monde utilise. Donc ça veut dire que les Congolais ignorent que leur sort se trouve dans la poche de chaque citoyen du monde. Chaque citoyen du monde qui utilise un téléphone Android parle au Congo. Parce que c'est de là que vient la matière première qui permet de faire fonctionner ça. Et ça, les Congolais ne le savent pas. Donc il est important que les 5 candidats qui sont restés essayent de tenir bon et expliquent au peuple quel est leur intérêt de soutenir la candidature de Martin Fayulu. Parce que il y va de l'intérêt non seulement du Congolais lambda, mais du Congo et donc de la sous-région de la sous-région des Grands Lacs et peut-être de l'Afrique. Parce que imaginez que l'uranium yellow cake avec lequel les Occidentaux vont créer des centrales nucléaires, avec lesquelles ils fabriquent des armes nucléaires, imaginez que dans une gouvernance citoyenne efficace portée sur les intérêts des populations, ces richesses sont transformées dans l'intérêt des Congolais. Vous imaginez ce que ça va faire comme valeur ajoutée autour du bassin du Congo. Je veux rappeler pour sortir, monsieur, que il faut jamais ignorer. Les gens ont parlé de la similitude entre la RD Congo et le Cameroun. Je veux rappeler que effectivement, dans le grand bassin du Congo, le Cameroun est le deuxième contributeur après la RD Congo. Donc, c'est-à-dire que même les questions, les enjeux de la protection de l'environnement, là, ça, sont des questions qui devaient nous intéresser en même temps que le Congo. Donc, ça veut dire que si la gouvernance là-bas s'améliore, si la gouvernance se perfectionne dans l'intérêt des populations, je pense que l'Afrique peut décoller à partir des 2 pays qui sont le Cameroun et le Congo. Okay. Donc, c'est ce qui est important, que les 5 candidats qui sont restés et qui soutiennent la candidature de Martin Fayulu expliquent aux populations congolaises pour que cela constitue la masse critique qui peut permettre qu'on atteigne cet objectif. Maître Biton, on sait le poids de l'UDPS au Congo. C'est un parti véritablement populaire par rapport à tout ce que l'opposant, on l'appelait l'opposant éternel, Etienne Tshisekedi ou Amulumba. Maintenant, est-ce que ce n'est pas le visage du fils? Est-ce que le fils vaut le père?
si c'était le père qui s'était rendu à Genève, est-ce qu'on en serait? Non, est-ce que c'est la même chose? C'est par reconnaissance Oui. au père qu'on a mis le fils. Oui. Hein, et c'est le nom. Mais il est là comme une marionnette. Nous savons que... Donc on peut comprendre qu'il ne soit pas, qu'on ne l'ait pas désigné. Bon, je crois que les autres ont peut-être réfléchi comme cela, puisque on fait quand même des analyses politiques avant de mettre quelqu'un. Bon, mais on sait aussi qu'il n'avait pas la carrure et, disons, l'aura politique lui permettant de prendre cette place. Parce que de toute manière, vous savez que les Occidentaux sont ils sont en embuscade. Et ils savent que s'il y a quelqu'un qui a la poigne, ils ne pourront pas réussir à... Les enjeux sont énormes au niveau du Congo. Oui. Bon, mais je dis qu'il faut quand même revenir sur quelque chose. Il faut que les hommes politiques comprennent qu'il faut changer la donne. Que ce soit les hommes politiques en général dans le monde, mais surtout les hommes politiques africains. Parce que vous savez, les mots sont des actes, quelqu'un l'a dit, puisque c'est les mots qui génèrent des actes. Et il faut que les hommes politiques africains utilisent les mots qui conviennent, n'est-ce pas, à leurs actes, qui cadrent avec leurs actes. Nous avons assez de ces gens qui viennent dire une chose aujourd'hui et le lendemain, ça devient le contraire. Parce qu'on ne peut pas en même temps vouloir une chose et son contraire. Oui. Voilà que nous voulons redresser, n'est-ce pas, nos pays, nous voulons redresser notre démocratie. Bon, mais on est toujours à la traîne parce que c'est l'éternel recommencement. Oui. Moi, je crois que vraiment les Congolais doivent tirer une leçon pour ces deux trahisons et espérons qu'il y a encore du temps pour se rattraper parce que ces gens peuvent se rendre. Ils peuvent faire ils ont un mois. Les élections sur le 23 décembre. Ils ont un mois. Oui. Mais je crois qu'ils sont à l'écoute de l'Afrique. Il n'y a pas que nous qui commentons. Il y a sûrement dans d'autres pays africains les gens qui regrettent, n'est-ce pas, ce qui est en train de se passer. Oui. Parce que là, je dis que quand est-ce que nous serons donc nous-mêmes africains? Hein? Tout à l'heure, vous avez semblé dire que bon, le fait d'être allé ailleurs, depuis quand les Blancs ou les Européens, les autres viennent organiser leurs choses sur nous? Maître Bitton, j'ai dit que ça aurait été l'idéal. Oui. Je dis que compte tenu des enjeux, c'est un aspect sur lequel nous n'avons pas intérêt. On n'a pas intérêt à insister dessus. Mais nous devons prier à ce qu'ils arrivent à un consensus. Guillaume Fonga, dites-moi, quel sort, on va le dire comme ça, peut être réservé à ces deux-là qui ont décidé de quitter le navire? Non, il faut dire que... comment on devrait les regarder? Vital Kamerhe et Tshisekedi sont dans leur rôle. Parce qu'il faut quand même, quoi qu'on dise, il faut comprendre les aspirations de la base, même si on peut ne pas les partager, on les comprend quand même. Parce qu'imaginez-vous, parce qu'on parle quand même de Tshisekedi, c'est l'opposition historique du Congo, c'est de père en fils, c'est le visage. S'il faut accorder un visage, c'est le visage de l'opposition congolaise. Et vous avez depuis plusieurs années une base qui a espéré prendre le pouvoir au Congo, qui a espéré depuis 36 ans voir une alternance et prendre le pouvoir au Congo, et qui aujourd'hui se retrouve face à son destin et il faut choisir un candidat de l'opposition unique, et ils estiment que ça ne peut qu'être légitimement que ce parti qui est le visage de l'opposition congolaise. C'est exactement... On est obligé de faire un rapprochement avec le... Il y a une période transitoire de 2 ans. C'est la transition qu'il s'agit. Oui. On ne peut pas imaginer que on vienne plaider à sa base pour 2 ans. C'est d'autant plus qu'on est là pour mettre sur pied des institutions, pour faire la formation du Congo. Le candidat, si jamais il était élu, était là pour 2 ans, Guillaume. Tel que ceux qui ont une base populaire avérée, comme l'UDPS, puissent dans des institutions claires et équitables pour tous, puissent maintenant
s'épanouir et présenter leur force réelle. Mais dans le cas actuel, ce n'est pas possible. C'est pour ça que cette période transitoire a été salutaire pour tout le monde. Donc moi, je ne peux pas penser que, je ne peux pas être d'accord que ce soit la base, parce que la base même, je vous assure, la vraie base ne comprendra pas cette posture, parce que je vous dis que ça fait plus d'1 mois et demi qu'on a parlé de ça, qu'on a débattu de ça avant de se rendre à Genève. Et donc, c'est exactement ce que j'ai dit à l'entendre dans mon propos quand je parlais d'équation personnelle et d'ego surdimensionné. Parce que de manière rationnelle, il est difficile de comprendre que une décision qui engage l'avenir du Congo, l'avenir de tout un peuple, avec une meilleure qualité de vie à laquelle tout le peuple aspire, qui ne va durer que quelques temps, et que des individus s'opposent à cette transition-là. Ça veut dire que, de manière rationnelle, c'est totalement incompréhensible. Si ce n'est pas des gens qui sont mus par des intérêts personnels, et que ce ne soit pas forcément l'intérêt supérieur de la nation qui les intéresse, on ne comprend pas exactement pourquoi est-ce qu'ils pourraient de manière objective s'opposer à cette brève transition-là qui augure des lendemains meilleurs pour le Congo, qui permettra à ce que l'actuel parti au pouvoir soit mis de côté. Et c'est exactement ce qu'on a vécu au Cameroun. On est obligé de faire des rapprochements pour indiquer que on aurait pu également éviter ça chez le monde. C'est vrai que d'aucuns me diront que avec le maillage territorial du parti au pouvoir, c'est difficile de battre, mais toujours est-il que si on avait eu ce type de photographie, ce type de coalition dans notre pays, les choses seraient totalement différentes et on comprendrait que même ayant perdu, il y a quand même une volonté réelle d'alternance. Mais telles les choses sont passées au Cameroun et telles les choses se passent au Congo, on a l'impression qu'il y en a qui dans leur fond intérieur militent pour un statu quo. Ils n'ont pas intérêt à ce que les choses... Parce que si on veut vraiment un statu quo, de manière objective, on ne s'oppose pas à ce type de décision, si ce n'est ce que j'ai appelé égo surdimensionné. Mais toujours est-il que quand on s'appelle l'UPDS, qu'on est le visage de l'opposition historique, on devrait être capable de faire des concessions pour l'intérêt supérieur de la nation, exactement comme des partis historiques n'ont pas été capables de faire ici pour nous. C'est exactement la même chose. Et monsieur, cher, s'il te plaît, je crois que ils avaient fait là le geste qui sauve, c'est-à-dire cette décision, la coalition. Maintenant, les deux gestes moi je les appelle cette lettre, risquent donc de faire de leur faire manquer le coche, parce que ça je ne suis pas sûr que les vrais politiciens, même dans leur propre parti, vont suivre cette démarche, puisque ça va effriter les voix, évidemment, ça c'est certain, et ça ne fait que le pain béni pour le parti au pouvoir. Absolument, pour le PPRD. Et mettre en raison en ceci qu'en 36 ans, les choses ont changé. Il y a une mutation du paysage politique congolais, exactement comme au Cameroun. En 36 ans, il y a eu de nouveaux partis qui sont créés. Il y a eu de jeunes loups aux dents très longues, exactement comme chez nous. Et donc, on devrait pouvoir composer avec cela et faire des concessions pour aspirer à une alternance, voilà, à une alternance à laquelle le peuple aspire de manière légitime. Donc, beaucoup de choses ont changé en 36 ans. Ce n'est plus, c'est le visage certes, mais il y a eu de grosses mutations et il y a de nouveaux acteurs politiques qui sont entrés en scène avec qui il faut fatalement composer. Justement, Cyril Sambaka, avec la désignation de Martin Fayulu, des militants de l'UNC, de Vital Kamerhe et UDPS de Félix Tshisekedi, pensent qu'il y a un agenda caché pour les candidats Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Voyez-vous... après la transition. Oui, mais ça, c'est des militants... Ils ont placé quelqu'un pour préparer leur arrivée en 2020. Ce sont des militants qui ne pensent pas Congo. C'est des militants qui ne pensent pas Congo parce que moi, je peux vous rassurer, je ne suis pas au Congo, mais je suis presque certain que dans l'UDPS, il y a des problèmes. Parce que vous ne pouvez pas avoir un leader que vous avez désigné pour aller faire des tractations et le secrétaire général du parti remet en cause
n'est-ce pas, ces tractations. On a vu ça à l'EMP. Hein. Ça veut dire que... On a vu parler à l'EMP. Mais ça veut dire... C'est la même chose. Ça veut dire qu'au sein de ce parti, il y a des problèmes. Bien sûr. Il y a des problèmes. Or, est-ce que les problèmes internes de l'UDPS doivent hypothéquer l'avenir du Congo? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que si M. Tshisekedi et son secrétaire général parlaient d'une même voix, il n'y a pas mieux que pour convaincre leurs militants qui sont réticents. Vous comprenez? Parce qu'il y aura toujours des militants qui seront réticents, quand bien même nous sommes dans une affaire de transition de 2 ans, avec un président qui a prorogé son mandat et ils sont restés là au Congo. Il est resté à la présidence de la République. Donc 2 ans, ce n'est pas trop. Maintenant, quant à Kamere, moi je dois dire que les raisons pour lesquelles il bat en retraite, ce sont des raisons, je ne peux pas les justifier. Je ne peux pas les justifier, mais quand un homme politique s'engage par sa signature et qu'il se rétracte, est-ce qu'il est encore crédible? Parce que c'est la question fondamentale qu'il faut se poser, et c'est la question fondamentale qui fait la même chose dans notre pays. Parce que nous sommes le Congo et le Cameroun. Les 2 pays en Afrique qui retardent le décollage de ce continent. Parce que le Congo, c'est le continent, et le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. 2 scandales géologiques où les peuples souffrent. Voilà 2 pays où personne ne devait souffrir. Oui, tout à fait. Personne ne devait souffrir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester sur la ligne du colon noir blanchi, ou alors il faut repenser nos pays, lui donner une fondation qui puisse permettre que, à perpétuité, ces pays puissent vivre de leurs biens et que ce bien soit distribué. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que nous avons des hommes politiques qui ont donné un espoir, qui sont allés jusqu'à signer des accords, et puis 2 se sont rétractés. Maintenant, c'est le peuple congolais qui doit se rendre compte qu'il y a eu une erreur, n'est-ce pas, que les gens signent et se rétractent. Donc, eux, ils doivent considérer que les 5 qui restent, c'est l'espoir pour qu'il y ait ce changement. Maintenant, chaque parti politique se crée pour gouverner. Oui. Mais ce qu'on demande, c'est de mettre à plat un certain nombre de choses pour que demain, la compétition soit saine. Donc, il faut continuer à travailler sur le terrain pour que dans 2 ans, qu'on puisse gagner sur la base d'une élection peut-être à 2 tours, etc. Donc, si les dirigeants congolais ne peuvent pas comprendre ça, ils pourront comprendre les problèmes du peuple. Ils ne pourront pas comprendre les peuples, parce que ça c'est le plus important problème du peuple congolais qui souffre alors qu'il ne devrait pas souffrir. Voilà, donc moi je pense qu'il faut mettre de côté les gens qui ont trahi leur signature, sauf à revoir et à revenir à la maison, parce que le but recherché, c'est le bien-être du peuple congolais, c'est le bien-être du Congo. Okay. Mais ça, sauf que le vice-président oublie de dire que les politiques ils ne font que ça essentiellement. C'est-à-dire que se dédire en permanence et ils ne font que ça. Je suis désolé. Ils ne font que ça, se compromettre en permanence. C'est une fatalité. Oui, ils ne font c'est dans l'ADN du politique. Non, je ne Guy me dise quand depuis 20 combien d'années, 26 ans, 26 de la ans. politique, quand est-ce que je me suis compris? Bon, je voulais dire que, justement, je réponds en disant une phrase pour dire que ce que le peuple attend, nous autres qui sommes en face des politiques, c'est qu'ils apprennent la capacité à se sacrifier, l'art du sacrifice, et admettre que on peut créer un parti politique et demain passer la main sans que ce ne soit son fils ou un membre de la famille qui prenne le leadership de position, parce que on aspire à une meilleure qualité de vie d'un peu tout entier. On peut passer la main sans forcément s'accrocher à la tête du parti. Le problème n'est pas de passer la main. Sinon, ça permettra qu'on apprécie la capacité qu'ils ont à se sacrifier pour les autres. Il a pris c'est un élément d'appréciation. Revenons sur le FPI avec Gbagbo qui est à La Haye. On voit est-ce que avec ce que Figuessan fait aujourd'hui, on peut se dire que c'est le même FPI que lorsque Gbagbo était là? Non. Avec l'UDPS, Tshisekedi père, il est mort.
Bah, le fils, on voit ce qui se passe. Non. Le SDF, John Fundi, qui met Joshua aussi pour la présidentielle. Non, ce qui est certain, c'est que ça ne peut. Le FPI sous Gbagbo, le FPI sous Gbagbo ne pouvait pas être le même que sous Afin-Guessan. De toutes les façons, je crois que j'aurais dû prendre l'hypothèse inverse, c'est-à-dire que le FPI sous Afin-Guessan ne peut pas être le même. Afin-Guessan n'est pas Gbagbo. Gbagbo, c'est plus de 40 années de lutte avant d'accéder au pouvoir. Pascal Afin-Guessan, c'est pas pareil. Pascal Afin-Guessan, c'est le filleul de Gbagbo. Vous savez que le fils ne saura être le père. Mais pour cette question, non. Moi, je dis que je vois le problème autrement. Je pense qu'il y a un déficit de patriotisme de la part des leaders. Parce que ce sont ces leaders. C'est ce que je disais. Je dis, ce sont ces leaders qui doivent transmettre la fibre patriotique à leurs militants. Par l'exemple, par la formation. Parce que, je vais vous dire, nous parlons des colonisateurs. Je crois que sur ce plan, nous devons nous inspirer aussi des colons. Oui. Vous avez en France, vous avez eu un leader charismatique du Parti communiste qu'on appelait Georges Marchais, qui, à un moment donné, a passé la main à Robert Hue, sans problème. Comprenez, le Parti communiste n'est pas mort. Il y a des cas comme ça. Pour nous autres qui aimons le foot, les gens ne savent pas que... Il y a l'ANC. Il y a l'ANC. Je veux dire, pour ceux qui connaissent le foot, il faut que nous inspirions de ça. Le fondateur de Paris Saint-Germain s'appelle Daniel Echter. Aujourd'hui, il paye son ticket, va au stade. On ne sait même, il est dans l'anonymat. Parce qu'à un moment donné, il a fallu qu'il laisse l'institution continuer. 1970. Mais je dis qu'il faudrait que nos politiques s'inspirent de ça. Parce que l'avenir, il y va de l'avenir de notre continent. Il y va de l'avenir de nos pays. Je veux dire que là-dessus, je ne perds pas espoir. J'espère que ceux des 5 qui sont restés pensent comme nous pensons. Et qu'ils vont prendre donc ce bâton de pèlerin pour aller informer les citoyens congolais lambda sur l'importance, sur l'urgence qu'il y a à suivre l'accord qu'ils ont paraphé à Genève. Même comme je suis d'accord avec Maître Biton, que ça aurait dû se passer en sol africain. Maintenant qu'ils ont l'accord en main, qu'on oublie les deux et qu'on se dise que le salut du Congo passe par cette transition que nous avons passée, qui va être portée par Martin Fayulu. À ce moment-là, je pense que ça pourra. On dit qu'il est impopulaire, Martin Fayulu. Non, il n'est pas impopulaire. Il n'est pas impopulaire. Il n'est pas assez populaire. Il n'est pas assez populaire. Pas impopulaire. Il n'est pas assez populaire. Ça, c'est ce que les militants de l'UDPS disent. Vous permettez que qu'on sorte sur cette déclaration de Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale. J'annonce que je retire ma signature pour respecter la volonté de ma base. Sans cette base, je vais moi-même m'auto-exclure du parti. À quoi ça sert d'être leader sans base? Bonsoir, Sédik Moufele. Bonsoir, Sajalan. Bonsoir à vos invités. Dans un instant, le 20h, que vous allez une fois de plus présenter pour nous, quels sont les éléments qui font l'essentiel de cette grande édition du 20h. Ce soir, nous parlerons du projet de loi des règlements 2017 qui est en examen devant les commissions spécialisées de l'Assemblée nationale. Le ministre des Finances y est allé pour défendre les mesures prises par le gouvernement durant l'année 2017. Comment a-t-il effectué les dépenses publiques et investi et utilisé le budget 2017? C'est à suivre dans le journal de 20h. Nous parlerons également de ce rebondissement dans le bras de fer judiciaire entre la communauté urbaine de Douala et ses 10 délégués du personnel. Une instance de la Cour d'appel s'est prononcée en faveur de la réintégration de ces derniers, mais jusqu'ici, cette décision n'a pas été respectée. Nous en parlerons ce soir. Nous évoquerons également le calvaire que vivent les populations résidentes à Douala, notamment sur l'axe Lokbaba-Niala, dans le 3e arrondissement de Douala, sur la route qui mène à la pénétrante est de Douala, mais aussi au stade Omnisport qui est en cours de construction à Japoma. Le calvaire qui a repris de plus belle, les populations exaspérées et les routes qui ne cessent de se dégrader. C'est à suivre dans le journal de 20h. Voilà, madame, monsieur, développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Sédik Moufele. Quant à moi, je vous retrouve juste après pour le débrief, toujours en compagnie de nos 4 débatteurs. Deuxième partie qui nous reçoit, c'est le débrief, toujours en compagnie de Jean-Pierre Efo et Cyril Sabaka, Maître Biton et Guy Hervé Fongan. Je commence avec vous. La route Lokbaba-Niala,
C'est quoi le problème, justement? Le problème, c'est qu'on est malheureusement dans un pays qui atteint la forme la plus achevée de l'inertie. Ça fait quand même 4 ans que cette CAN nous a été attribuée. Donc si on était un pays sérieux, on aurait pris toutes les dispositions qu'il y a pour que cette route soit praticable. Et c'est d'autant plus révoltant que ce n'est pas le seul tronçon, parce que si vous allez à l'ouest où il n'y a presque pas de route qui est censée habiter une CAN, on se demande si nos dirigeants sont conscients du degré de délabrement des routes principales qui vont conduire vers les stades de ces cannes-là. Donc des fois, on a l'impression que nos dirigeants sont des êtres qui vivent ailleurs et pas au Cameroun, et c'est inquiétant. Parce qu'on aurait pu régler tout ça il y a 4 ans. Aujourd'hui, on est en train de construire des préfabriqués, toutes des choses qu'on aurait pu éviter également il y a près de 4 ans de cela. Et ce qui laisse à croire que ce qui peut justifier aujourd'hui le Cameroun bashing que vous observez dans la presse traditionnelle et dans les médias sociaux. Vous vous rappelez, comme moi, lors du récent passage d'Amad ici, il avait confessé que les Camerounais lui ont dit qu'entre Simalène et le palais de l'Unité, il y a des nids de poules partout. Il était surpris de voir que la route est plutôt très praticable, sauf qu'on a refusé de lui dire que cette route avait été de manière spéciale aménagée parce que c'est le seul trajet qu'il devait pratiquer. Et donc il n'a pas... Vous avez dit Simalène, quoi? Oui, de partir Simalène pour le palais où il avait été reçu par le chef de l'État. Il avait confessé. La route a souvent des nids de poules? Oui, enfin, il avait dit que beaucoup de Camerounais lui ont dit que il n'y a même pas de route, qu'il y a des nids de poules sur tout le trajet, sur tout le tronçon. Il y a très souvent des nids de poules aussi, il faut qu'on le dise. Sauf que à son arrivée, tout avait été arrangé de manière à ce qu'il ne voit pas grand-chose. Et on peut comprendre pourquoi est-ce que les visites de la CAN, ou alors les dirigeants de la CAF se passent la plupart du temps en tombée de soirée, quand il fait déjà presque nuit. On ne va pas nous soupçonner de faire du Cameroun bashing, mais on veut simplement que les dirigeants se réveillent. On avait applaudi des 2 mains cette pression positive que la CAF exerçait sur le Cameroun. On est plutôt surpris de ce que aujourd'hui on est en train de construire des préfabriqués pour avoir des stades plus ou moins acceptables, mais il n'y a aucune voie. Il n'y a pas de voie d'accès pour aller vers ces stades-là, et c'est à croire que nos dirigeants n'ont pas pris toute la mesure de cette grand rendez-vous sportif-là. Et j'ai envie de croire que le premier sportif camerounais saura corriger ça, il saura rattraper ça et offrira une belle fête sportive au Cameroun, parce que ça ne sert à rien d'avoir des stades où les populations ne peuvent même pas se rendre pour regarder et applaudir les footballeurs. Ce serait un gros gâchis et un autre gaspillage tel on nous a très souvent habitués dans ce pays. Maître Bitton, vous croyez que cet axe rien ne sera fait sur cet axe avant le lancement de la CAN? Serge Alain, moi je dis que il y a un constat à faire par rapport à la plupart des pays d'Afrique noire, et singulièrement du Cameroun, c'est la peur du vrai débat. Et c'est dommage parce que il faut quand même qu'on prenne l'habitude de dire la vérité, de dire les choses telles qu'elles se passent. Parce que quelque part, on a dit que certains Camerounais donnaient une fausse image ou une mauvaise image du Cameroun. Mais lorsqu'on ment... Est-ce que c'est de l'antipatriotisme que de présenter le Cameroun? Non, je ne pense pas. Au contraire, je crois que c'est en disant ces vérités que on devrait... C'est par le choc des idées, n'est-ce pas, qu'on trouve des solutions aux vrais problèmes. Et nous savons que principalement, notre chef d'État a l'habitude de poser de très bonnes questions. Mais alors, les réponses jurent avec les questions. Alors, à qui la faute? À nous tous. Que nous manque-t-il? C'est ce qu'il dit souvent. Oui, c'est... Que nous manque-t-il? À nous tous. Donc, moi je dis, ce qu'on est en train de faire là, il ne faut pas que on constate que rien n'a été fait dans 6 mois. Parce que dans 6 mois, eh bien, on verra qui a raison, ceux qui disent la vérité ou ceux qui font du saupoudrage. J'ai suivi un jeune
du parti au pouvoir dire hier dans un débat, je crois que c'était à Equinox, que les seules voies ne sont pas les voies terrestres, il y a les voies aériennes. C'est donc dire que peut-être on aura droit aux taxis, aux héliports. Oui, aux héliports, aux avions taxis. Et ces avions taxis, à supposer même qu'ils soient là, elles vont atterrir où? Atterrir où? Non, c'est dégueulasse. Et comme l'a signalé tout à l'heure, oui, je crois que il n'y a pas que Douala, il n'y a pas que Yaoundé, il y a un peu partout. Donc il y a quelque chose à faire. Et bon, mais nous espérons que, comme le gouvernement va bientôt être renouvelé, qu'on nous mette des... Vous êtes sûr? Vous êtes dans le secret de Dieu, maître? Je crois que le chef de l'État a dit qu'il a compris le message. Hein? Oui. Et je crois qu'il y aura un renouvellement, mais dans son casting, il faudrait qu'on prenne des gens qui sont patriotes, qui aiment leur pays, pour vraiment faire le travail et enlever cette image du Cameroun, n'est-ce pas, qui n'est pas très bonne. Parce que lorsque lorsque certaines personnes disent des choses qui ne tiennent pas, et les étrangers viennent, n'est-ce pas, prouver le contraire, c'est à dire donc que c'est peut-être les autres qui doivent dire la vérité à notre place. Ok. Jean-Pierre Dufault, c'est une mauvaise publicité pour nous que de montrer ces choses-là, ce visage-là, à côté du stade Japoma. Monsieur Otto, que voulez-vous montrer d'autre si ce n'est la réalité? Parce que moi, je personnellement... Pour ceux qui pensent que c'est de l'antipatriotisme. Cameroun Bashi. Non, écoutez, moi, je suis de ceux qui pensent que à nos âges, nous devions recevoir des leçons de patriotisme de personne. Personne n'a le monopole de l'amour de la patrie. Encore que c'est même ça le patriotisme. Non, c'est justement ça. J'en venais Guy avait. Monsieur Otto, moi, je vois les choses au-delà de la canne. Oui. Ça, les images-là sont la conséquence d'une incurie gravissime, doublée d'un déficit d'humanisme criard. Vous ne pouvez pas, même si, supposons qu'on serait en train d'aménager la route pour la Cannes. Parce que une ville de 4 millions d'habitants, d'après certains chiffres, les populations d'une ville, la cité capitale économique, n'ont-elles pas droit à des routes en bon état pour qu'on suppose que, pour qu'on se dise qu'il fallait simplement l'arranger pour la Cannes? Mais je vous dis, vous savez, quand vous avez des gouvernants qui ne brillent que par l'inertie, par le népotisme, la corruption de toutes sortes, ils ne seront jamais conscients des enjeux d'une Cannes. Moi, je l'ai dit dès lors qu'on avait attribué la Cannes au Cameroun. Ce n'est pas la Cannes qui va les réveiller, parce que Einstein disait, si vous voulez obtenir des résultats différents, vous devez changer de méthode. Et avec ce que nous avons vu de nos gouvernants dans la durée, le changement de méthode passait par le changement des hommes. Ces gens-ci ne peuvent pas changer. C'est Guy avait l'a dit à suffisance. C'est en 2014 que nous avons reçu l'autorisation d'organiser la Cannes. Nous avons eu pratiquement 5 ans, nous avons 4 ans. Aujourd'hui, on parle de route. Et puis, il y a un autre élément en rapport avec l'un des responsables. Vous avez parlé du délégué du gouvernement. Voilà le délégué du gouvernement qui, au lieu de se consacrer à l'assainissement de sa cité, se met à poursuivre les gens qui n'ont rien fait. Il bagarre les employés. Et qui bagarre avec ses employés au point de résister à des décisions de justice. Dans quel pays sommes-nous? Ça, c'est... Moi, je crois qu'à un moment donné, quand Equinox se promenait et nous montrait la souffrance de nos concitoyens dans l'arrière-pays par rapport à la vétusté de l'infrastructure routière, moi, j'avais dit sur ma page Facebook que c'était bien que Equinox, comme ça, même de manière informelle, s'impose un observatoire de la route. Mais je n'ai pas vu de changement. Ça n'a pas poussé, ça n'a pas fait bouger l'ordre gouvernement. Non, mais c'est pour ça que moi, je parle d'un déficit d'humanisme. Nous sommes gouvernés par des gens qui n'ont pas non seulement de fil patriotique, mais qui ne sont pas humains du tout. Parce que ça fait des années que cette route, que ce tronçon se dégrade au vu et au sous de tout le monde. Et ce n'est pas le seul tronçon.
Si vous faites le tour de douane, vous allez couler des larmes. Jean-Pierre, on met la pression ici parce que c'est à côté du stade Japoma. C'est pour ça que j'ai dit que je veux les choses au-delà de ça. Parce que quand la population se plaint et disent que l'axe qui conduit au stade est dans cet état-ci, à quelques mois. C'est inquiétant. À quelques mois de la date butoir que nous-mêmes nous avons fixé au 31 décembre. Oui. Ouais, vous donc, c'est terrible. C'est pour ça que j'ai dit en chutant que ça, c'est une incurie qui n'a pas de nom. Ça, c'est la conséquence. On se demande comment les émissaires de la CAF feront pour aller voir le stade. C'est ça le problème. Et puis, donc, comme tu disais, il faut qu'on sorte de là. Il ne s'agit pas du Cameroun bashing. Je crois que nous qui en parlons sommes beaucoup plus patriotes, même si nous n'avons pas revendiqué, que ceux qui veulent qu'on camoufle une réalité comme celle-là. Même pas qui devait faire bouger tout gouvernant qui est conscient de sa mission. Siri Sambaka, les délais sont là, devant nous. On va nous servir quelque chose là, la qualité de l'ouvrage. Vous savez, si vous prenez un disque DVD, oui, vous le mettez sur un lecteur CD, il y a de fortes chances qu'il ne puisse pas lire. Si vous vous battez pour obtenir une boussole et que vous ne vous rendez pas compte que la boussole marche et est efficace quand il y a une horloge à côté, vous aboutissez à ce genre de choses. Parce qu'on va nous dire, on a un programme de jusqu'à 2035, mais si vous n'avez pas une horloge, votre boussole ne sert à rien. Parce que vous allez arriver à la Cannes, la route sera dégradée, vous allez dire que non, c'est prévu. Vous voyez, donc la boussole dont parle le Cameroun tous les jours ne peut pas fonctionner si à côté, il n'y a pas une horloge. Pour voir que voici les échéances, pour évaluer et se réajuster afin qu'à temps on puisse obtenir ce qu'on a. Donc cette canne était prévue depuis longtemps, et ce n'est pas parce qu'il y a la canne qu'on doit avoir une route. Les routes, c'est des choses qui sont prévues. Nous importons le bitume alors que nous avons la Sonara qui peut s'améliorer et transformer notre pétrole pour que nous ayons encore beaucoup plus de bitume. Et on n'aura pas tous ces problèmes. Donc, on a parfois l'impression qu'on fait exprès de nous mettre en situation de difficulté, mais nous ne savons pas pour quelle raison. C'est pour cette raison que nous appelons au patriotisme. Ce patriotisme... Le procès qu'on vous colle souvent, vous les politiques. Hein. Le patriotisme doit être politique, il doit être économique. Qu'est-ce que vous voyez? Vous croyez que vous allez aller au marché acheter sur les intermédiaires camerounais plus cher que quand vous voyez des grandes enseignes qui viennent d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc le patriotisme, il peut être économique, le patriotisme doit être politique. Il faut que le patriotisme ressorte dans nos mœurs et que nous puissions avancer. Ok, je reste avec vous, Siri Sambaka. Président Paul Biya lance recrutement spécial de 2000 enseignants titulaires du doctorat PhD. Plus bas, dans le communiqué de Ferdinand Ngongo. C'est une réponse concrète à tenir ses engagements, le président de la République, à l'égard de la jeunesse camerounaise, de l'intérieur et de la diaspora. Bien, je dois dire que pour une fois, je viens de voir qu'il y a un calendrier, c'est-à-dire 1000. Oui. Mais je dois remarquer que c'est suite à des revendications, ce qui veut dire que ça accusait déjà un bon retard. Oui, oui. Ils ont manifesté, je crois que c'était la semaine dernière. Et que par la suite, on accorde à la moitié des demandeurs. Parce qu'il semble que c'était, pas il semble, c'était 4000. Oui, 4000. Bon, alors on programme dans les 3 ans 2000. Oui. Mais il faut remarquer aussi que c'est suite à des revendications, parce que c'était déjà des promesses qui avaient été faites. Donc c'est bien que 2000 déjà puissent être intégrés. Résident au Cameroun et à la diaspora. Et dans la diaspora, puisque de toutes les façons, depuis un certain temps, la diaspora nous parle. Je pense que la diaspora nous parle, tout le monde voit cela. Oui. Donc je dois dire que on espère tout simplement qu'il n'y aura pas de gens qui vont encore déceler en cela du favoritisme et autres. Il faudra bien que ce soit quelque chose, parce qu'il y a 4000 demandeurs, il y a 2000 places, ça pose encore un autre problème. Ok. Sur cette sortie du président? Bon, j'espère que ce n'est pas un effet d'annonce
je crois que si les lignes commencent à bouger, c'est une bonne chose, pourvu que les mauvais conseillers du chef d'État soient dégagés. Parce que vous avez parlé du gouvernement, vous êtes sûr? Oui, enfin, on sait qui est conseiller du chef d'État. Il y a ses conseillers rapprochés, il y a les ministres, il y a... non, enfin, vraiment, il faut... Je parlais tout à l'heure de casting. Il faudrait que le chef d'État s'entoure des gens et de l'opposition et de la société civile. Celle-là qui est la grande oubliée, hein? Et puis qu'on voit les vrais patriotes qui veulent que le Cameroun bouge, qu'il soit qu'il y ait une amélioration sur tous les plans. Parce que s'il faut faire, n'est-ce pas, l'autopsie, n'est-ce pas, du régime, on verra qu'il y a beaucoup trop de pourriture à l'intérieur. Il faudrait donc assainir. Ok, Guy Hervé Fongan. Non, rapidement. 2000 titulaire du doctorat. Non, deux choses. La première, pour dire que je suis un peu déçu par le fait que ce recrutement, comme tous les autres d'ailleurs, intervient après un moment de contestation et de mécontentement de ces doctorants-là. Et c'est dommage, on a un gouvernement qui réagit et qui n'agit pas. Donc il a fallu qu'il y ait cette menace-là pour qu'ils soient recrutés. Et deuxième chose, pour dire que je vois que c'est inutile, parce que souvenez-vous, en 2013, lors de 25 Donc vous auriez préféré que le gouvernement fasse la sourde oreille aux revendications? En 2013, pendant qu'on recrutait les 25 000 jeunes, il y avait à l'intérieur du gouvernement... Je vous en prie. Oui. 4 000 demandeurs et le président apporte une réponse. On va le dire au début, je crois. Hein. Oui, sauf que là, on parle... Est-ce que ce n'est pas un début de solution? Si, on parle de l'enseignement supérieur, oui. Un univers que je connais un peu. Et donc, le problème, il est ailleurs. À mon sens, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est de aussi surtout revaloriser le salaire de ces doctorants-là. Parce que figurez-vous, un titulaire d'une thèse de doctorat qui vient en enseignement supérieur, à qui on propose 300 000, alors que en Côte d'Ivoire, qu'un pays qui sort de guerre, il a 1 100 000 francs. Je voulais rappeler que pendant qu'on était les 25 000, d'ailleurs, en 2013, j'étais étudiant en thèse de doctorat, donc il y a plein de camarades comme moi qui ont été recrutés parce qu'ils étaient inscrits à une thèse de doctorat et qui, après le recrutement, ont dû abandonner parce que le salaire n'était pas intéressant. Donc si aujourd'hui on reprend le même procédé avec les mêmes salaires, je vous promets que beaucoup n'y iront pas à plein temps, ils ne vont pas s'y donner à cœur joie parce que honnêtement c'est pas intéressant en termes de rémunération, d'expérience. On a vécu les 25 000, j'ai été de cette promotion là, beaucoup comme ont abandonné parce que le salaire n'était pas terrible. Donc si on reprend ça avec les mêmes salaires, on propose à un thésard 300 000 francs ou un peu plus, je vous garantis que beaucoup iront continuer à colmater les brèches comme ils font souvent et à la fin du mois ils ont beaucoup plus que ça et ils disent que c'est pas intéressant. On a plein d'amis doctorants qui sont doctorants aujourd'hui et on voit comment ils vivent au quotidien. Je peux vous promettre que le problème il est vraiment ailleurs et l'État devrait vraiment se mouiller pour revaloriser le salaire de tous ces gens qui aient envie de vraiment de désarcer et que ce ne soit plus vraiment considéré comme un sacerdoce. Et Jean-Pierre Défaut pour Guy Hervé Fongan, c'est déjà bien, mais il faut revoir les conditions. Oui, pour moi, je pense que agir sous la pression comme le chef de l'État l'a fait, parce qu'il faut reconnaître qu'il a agi sous pression, et c'est d'autant plus que c'est à la suite, sa décision fait suite à un mouvement d'humeur de ces gens, de ces postulants-là. Oui. Et donc, agissant dans la précipitation, pour moi, ça risque d'être le saupoudrage comme d'habitude. Pourtant, dans la gouvernance de l'anticipation, dans la gouvernance qui est celle que nous demandons tous, on aurait pu anticiper ça et puis on serait allé dans le sens de Guy Hervé, oui. C'est-à-dire que aménager un cadre institutionnel, un cadre opérationnel qui permette de leur garantir une rémunération suffisamment attrayante. Moi, j'ai un qui veut nous demander au pays d'enseigner pour 300 000 alors qu'il est à la diaspora, pour qu'il ne viendra jamais. Pour qu'il soit intéressant pour lui. Pour qu'il soit intéressant pour lui. Pour qu'il soit suffisamment à l'ouvrage pour se donner le résultat qui est attendu de. Parce que là, on a les moyens en revoyant la programmation de la dépense publique, en réduisant le train de vie de l'État, notamment celui de la présidente de la République. Il y a des moyens pour financer ça. Ok, merci. On n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, merci, cher monsieur, d'être venu. C'est la fin d'Equinox Soir. Rendez-vous demain, 19h. Rediffusion, cette édition, 23h GMT. Il sera minuit à Bamendjou, dans les hauts plateaux. Nous sommes à l'ouest du Cameroun.